Ma vidéo actualité de la semaine dernière n'est déjà plus à jour. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo actualité de la semaine. Nous allons parler de toutes les choses qui ont eu lieu dans le monde du cinéma, des séries et des jeux vidéo cette semaine. Enfin pas toutes, mais celles qui m'ont intéressé moi et qui pourraient vous intéresser vous. Comme d'habitude, l'objectif c'est pas d'avoir juste un listing des actualités, mais d'en débattre, d'en parler. J'ai envie qu'on ait un débat dans les commentaires, sinon pour moi ça n'a pas d'intérêt. Vous avez comme d'habitude dans la description et dans le commentaire épinglé la liste de toutes les actualités, mais encore une fois je vous incite à regarder toutes les news, parce que si vous aimez le cinéma, je pense que c'est cool de s'y intéresser. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut que je remercie aussi le sponsor officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nous avons l'une des pires bibliothèques streaming de tous les pays du monde et pour cela, il y a un moyen facile, c'est un VPN. Vous utilisez un VPN avec un pays qui a les VSTFR ou même la VF si ça vous intéresse, comme la Suisse, la Belgique, le Canada, et vous allez voir les bibliothèques de streaming absolument exploser, doubler en taille, que ce soit Netflix, Disney+. Gardien de la Galaxie 3 est déjà disponible. La Petite Sirène, si vous l'avez raté en salle, ce qui est compréhensible, est déjà disponible. Des courses automobiles en direct sont disponibles dans plein de pays différents gratuitement. Pareil pour plein d'événements sportifs. YouTube Premium, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Vous prenez un pays comme l'Inde ou l'Argentine et c'est beaucoup moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. C'est vraiment super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur là. Petite actualité animée, et oui ça va pas arriver souvent sur la chaîne, mais l'attaque des Titans va enfin s'achever, et oui le 4 novembre, je sais pas si c'est une rumeur ou pas, mais l'épisode va apparemment durer 1h30, enfin, après quoi 10 ans que la série est sortie, après une saison finale divisée en, j'ai l'impression, 20 parties, le dernier épisode est sorti en avril de cette année, l'année dernière, je sais même plus, je confonds, le temps passe trop vite et trop lentement à la fois, c'est l'un des seuls animés que je suis depuis le début, et je vais évidemment en parler sur la chaîne, mais j'ai hâte enfin de connaître la fin de l'histoire. Je sais que j'aurais pu lire les mangas, mais voilà, j'ai commencé avec l'animé, j'ai envie de finir l'animé. Apparemment, ils préparent des spin-offs ou des choses comme ça ou dans l'univers, mais peu importe de mon côté, j'ai juste envie enfin de voir la fin et j'espère qu'elle sera au niveau. Petite discussion sur la grève des acteurs et des scénaristes. Il faut savoir que Kate Capshaw et évidemment le boss Steven Spielberg ont fait une donation commune de 1,5 million de dollars au total pour les acteurs et les scénaristes. Il y a plein d'acteurs, de réals, de scénaristes qui font des grosses donations. Je crois qu'il y a une douzaine pour l'instant de personnes ou de couples, en tout cas de personnes qui ont donné plus d'1 million chacune. J'en avais déjà beaucoup parlé dans plein d'autres vidéos, mais enfin le boss a fait une donation. Concernant la grève, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, il y a pour la première fois, je crois, en tout cas de l'histoire récente des États-Unis, un syndicat qui a été fondé ou qui va être fondé dans les mois qui viennent, des artistes d'effets spéciaux. J'en ai parlé hier dans une vidéo où j'avais recueilli des témoignages de personnes qui parlaient justement des conditions de travail des artistes d'effets spéciaux, et justement l'une des questions était est-ce qu'il y avait un syndicat? La réponse était non. Mais aujourd'hui, un syndicat pour Marvel va avoir lieu. Ils l'ont voté, ils vont le créer et j'espère que ça aura un impact sur la qualité des effets spéciaux et sur les conditions de travail de ces artistes parce qu'ils le méritent. Peut-être ils vont faire grève, ils vont avoir des revendications, c'est clair et net, et j'espère juste qu'on aura des meilleurs effets spéciaux qui pourront travailler convenablement et qui puissent enfin porter leur voix et s'opposer à ces studios qui clairement en profitent à fond. Marvel, c'est que le début, je pense. Si le syndicat a du succès, les autres entreprises, d'autres licences vont aussi se syndiquer, je pense. Tim Burton a vu plein d'articles qui reprenaient un peu son style, mais version intelligence artificielle, et il a trouvé ça assez déstabilisant. Il avait dit qu'il avait l'impression qu'on lui volait son âme, et ça doit être trop bizarre d'être un artiste comme lui ou n'importe lequel, comme Wes Anderson récemment qui a aussi vu des choses d'IA. Ça doit être trop bizarre d'être un artiste et de voir une machine reproduire ton style que t'as mis des années, voire des décennies à perfectionner. Qu'on aime ou pas Tim Burton ou Wes Anderson, c'est juste trop bizarre pour eux, je pense, et un peu malsain de juste voir des machines recopier leur talent pour potentiellement, entre guillemets, un jour les remplacer. J'imagine même pas ce qui se passe dans la tête de ces artistes, mais ça va évidemment arriver. Avec les deepfakes, avec aussi les doublages, je sais pas si vous avez vu aussi l'actualité, il y a une IA maintenant qui double automatiquement les acteurs. Ça va arriver dans le doublage. Bientôt, il y aura des doublages qui sont faits par des IA avec un deepfake qui bouge les lèvres automatiquement, n'importe quelle langue automatiquement, c'est un délire. Les artistes d'effets spéciaux ont aussi peur de l'IA, les acteurs évidemment, les scénaristes. On est à un tournant majeur technologique, comme peut-être on n'a pas vu depuis la création d'Internet. Tout va changer. Le progrès technologique, c'est important, mais d'un autre côté, on est en train de mettre sur le carreau des artistes. Et personnellement, j'ai pas envie de voir des choses qui sont créées de manière artistique par des machines. Surtout que ces machines volent. Elles ne créent pas par elles-mêmes. Elles font des mix de choses. Après, il y a un débat sur le fait qu'aussi beaucoup d'artistes s'inspirent entre eux, mais d'habitude et normalement, ils viennent avec leur propre identité. Donc ouais, c'est un peu le bordel. On en parlera au fur et à mesure concernant le cinéma. Peut-être j'en ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Mais c'est clairement inquiétant. Au
final, Pierre Ninet ne jouera pas dans le film réalisé par Johnny Depp, c'était prévu, et non, c'est pas parce que c'est Johnny Depp qui jouera pas dans le film, c'est juste que Le Comte de Monte Cristo, le film pour lequel il a le rôle principal, est la priorité pour lui, et en termes d'agenda, c'est plus possible, donc il a choisi, je pense, et aussi contractuellement, il était obligé de faire Le Comte de Monte Cristo, et du coup, il ne jouera pas dans le film de Johnny Depp. John Carpenter va faire son grand retour, ou alors son petit retour pour être précis, à la réalisation. Il n'a pas réalisé depuis 2011. Il va réaliser un épisode de la série Suburban Screams. Écoutez, j'ai vu la bande-annonce, ça a pas l'air bien du tout, ou alors ça a l'air très moyen. L'affiche est stylée par contre, j'avoue. Revoir Big John de retour pour un épisode de série télé avec un budget probablement très faible, ça m'intéresse pas trop. Il a dit il y a quelques années, je crois, qu'il voulait faire un film Dead Space. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas balancé genre 80 millions dans la poche de Carpenter et laissé-le faire un film Dead Space, bordel? J'ai envie qu'il fasse un film avant que, bah voilà, il est pas très jeune quoi. Une étude a été partagée par Variety qui rapporte le taux d'annulation de contenu, je parle pas de séries spécifiquement, mais de contenu de manière générale, par les différentes plateformes de streaming. Je vais vous lire les pourcentages et je vous les affiche en même temps. Max, c'est 26,9% du contenu annulé, qui me surprend pas beaucoup parce qu'avec l'achat-acquisition, la fusion avec Discovery, il y a souvent beaucoup de choses qui passent à la trappe et ça m'étonne pas qu'il y ait eu beaucoup d'annulations. Parce que en tant que structure entreprise, des choses changent et la direction artistique aussi de l'entreprise évolue. Tellement que c'est même plus appelé HBO, mais Max. C'est pas exactement la même chose, mais vous avez compris. Disney, 21,1%. Ça m'étonne pas vu les nombreux flops de Disney. C'est pas une plateforme qui est très regardée pour le coup Disney+. Donc ils annulent énormément de projets. On l'a vu ces dernières années, surtout avec la grève maintenant. Paramount, pour le coup, j'ai pas une bonne vision sur ce qui se fait aux États-Unis sur Paramount+, parce qu'on n'a pas toujours le même catalogue en France. Mais ils annulent 16,9%. Hulu, c'est 15,2%. Alors c'est un peu compliqué parce que chez nous, Hulu, c'est Disney+. C'est sur la version star de Disney+, qu'on a Hulu. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une autre plateforme et ils annulent 15,2%. Mais vu que c'est Disney, même si c'est pas toujours eux qui décident et qu'il y aura peut-être une fusion un jour avec Disney et Hulu, ça m'étonne pas non plus. Netflix, c'est 10,2%. Alors il faut savoir que Netflix produisent énormément de choses et ils annulent beaucoup de choses aussi, mais comparé à ce qu'ils produisent, on ne dirait pas beaucoup de choses. Et surtout qu'ils renouvellent énormément de choses qui sont à très bas budget. Peacock, c'est 10%. Pour le coup, j'ai pas du tout de visibilité sur Peacock parce que déjà il n'y a pas la plateforme en France. J'ai regardé quelques séries Peacock, VPN, vous connaissez tout ça, mais j'ai pas une vue d'ensemble de la plateforme. Prime Video, 9%. Je suis pas étonné parce que pour le coup, ils annulent quasiment pas de séries. Là, ils ont commencé à annuler avec la grève, mais c'est assez honnête. Et Apple TV+, pour le coup, qui annule quasiment pas de séries avec 4,9%. Apple, ils sont assez intelligents parce qu'ils produisent des séries qui coûtent pas cher, qui ont l'air de coûter cher, avec de très bons acteurs. Et ils ont une stratégie qui est très Apple pour le coup. Ils laissent faire les choses. Et ils font pas comme les autres plateformes de streaming où ils annulent rapidement si la série a pas connu de succès dès la première saison. Ou en tout cas, pour l'instant, ils le font pas. Ils ont besoin d'avoir un catalogue. Muriel Robin s'est prononcée hier sur une thématique assez intéressante. Elle dit qu'elle n'a pas de carrière au cinéma car elle est homosexuelle. Il y a plusieurs choses qui ont eu lieu. Il y a plein de gens qui l'ont critiqué en disant que Muriel Robin n'a pas eu de carrière pour x, y raison, son talent, son apparence, des choses comme ça. J'ai pas envie de me focaliser sur ça parce que je connais pas assez bien la carrière de Muriel Robin. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a raison. Je me suis pas fait cette réflexion parce qu'il y a beaucoup de représentations LGBT au cinéma, dans les séries. Mais quand tu regardes les acteurs, des grands acteurs LGBT ou plus principalement homosexuels, de tête, qui ont une grande carrière, je ne peux citer que Ian McKellen et Jodie Foster. Et Jodie Foster a fait son coming out quand elle était déjà bien avancée dans sa carrière. Elle a attendu des années, elle s'est tapé des décennies d'entretiens, d'interviews avec des journalistes qui lui demandaient s'il avait un copain. Donc il y a énormément d'actrices et d'acteurs qui cachent leur homosexualité parce que dès que tu as fait ton coming out, ta carrière, je sais pas si elle en prend un coup. En tout cas, j'ai plus en tête des hommes homosexuels comme Jonathan Groff qui lui commence de plus en plus à percer, surtout à Broadway par exemple, mais pas que. Neil Patrick Harris aussi, mais on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il a pas plus percé vu que c'était la star principale entre guillemets de l'une des plus grandes séries en termes de popularité de tous les temps. Matt Bomer, pareil, pas très grande carrière, mais même si je pense homosexuel, j'en ai pas beaucoup en tête. J'en ai moins de 10. Andrew Scott, mais c'est le Royaume-Uni, c'est un peu différent. Elliot Page, mais je crois qu'Elliot Page avait fait son coming out homosexuel avant de faire son coming out transgenre. Il y avait Hélène DeGeneres, c'est justement ce qu'elle cite, Muriel Robin. Il y a Kristen Stewart, mais elle avait un copain pendant longtemps. Et en fait, quand tu te poses la question, tu te dis attends, quel acteur et actrice connu est homosexuel? Ou alors, quel acteur et actrice connu a fait son coming out? Et en fait, c'est vrai quand ils pensent, tous les acteurs qui ont fait un coming out, ils sont pas très populaires la majorité d'entre eux. Je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose, c'est juste un constat, je me suis rendu compte. Pour en moyenne, on dit qu'il y a 10% des gens qui sont LGBT. Et c'est intéressant de se faire ce constat et de se dire mais oui, c'est vrai que beaucoup d'acteurs homosexuels ne percent pas. Je dis pas que c'est parce qu'ils sont homosexuels ou pas, mais c'est un constat que Muriel Robin fait. En 40 ans de cinéma, je peux citer que 3 actrices homosexuelles, de tête comme ça. Des hommes un petit peu plus, mais en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être elle se victimise un tout petit peu, mais en vrai, elle a raison. Être homosexuel, c'est pas un avantage dans le monde du cinéma et des séries, comme certains trous du cul peuvent le dire sur internet. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a tellement de contenu LGBT aujourd'hui, et tant mieux, j'ai toujours défendu ça, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs LGBT qui percent. J'ai pas d'avis dessus pour l'instant, mais c'est un constat, et c'est véridique et statistique. Oppenheimer est devenu le biopic qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du box-office.
box-office, il a dépassé le frauduleux Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, c'est quand même 910 millions de dollars. C'est un délire. C'est l'un des films que je déteste le plus. Mais Oppenheimer, pour le coup, le mérite. Il atteindra probablement pas le milliard, mais quand même, sacrée performance au box-office. C'était inespéré, pour le coup, et je suis hyper content parce que le film le mérite. Première image de Monsieur et Madame Smith. Écoutez, j'adore Donald Glover. C'est lui qui scénarise une partie de la série, mais ce projet, je n'y crois pas une seule seconde. Je suis désolé. D'ailleurs, si on parle de Donald Glover, eh bien, c'est lui qui va écrire avec son frère, si je dis pas de bêtises, une série Lando. En tout cas, c'est ce qui était prévu à la base. Mais au final, ils vont faire un film Lando. Est-ce que les gens vont aller voir ce film? Probablement pas. Est-ce qu'il sortira sur Disney+? On n'en sait rien. Mais je pense vraiment que ça sera un petit flop. On verra, hein. Mais honnêtement, Star Wars, pour l'instant, depuis quelques temps, ça fait que flopper. Et c'est un peu mérité, honnêtement. Mais sur Disney+, eh bien, il y a un petit succès. C'est La Petite Sirène, qui est apparemment l'un des films Disney+, qui a le plus cartonné à son lancement, avec 16 millions de téléspectateurs aux États-Unis. C'est assez impressionnant, pour le coup. Le film a marché ok en salle, mais sur Disney+, il cartonne. En termes de bande-annonce, Aquaman 2 a l'air pas trop mal. Oui, certains effets spéciaux ont pas l'air fous, mais je fais confiance à James Wan. C'était le deuxième meilleur film du DCEU. J'ai hâte de voir la suite. J'y crois, pour le coup. Je pense que ça va être vraiment bien. Donc, on regardera ce film avec plaisir. Dernière bande-annonce de Killers of the Flower Moon. Le film sort dans exactement un mois. Le film a l'air exceptionnel. Un film de 3h26. Cette bande-annonce m'a vraiment donné envie. Je pense qu'on va être installé au cinéma et voir un chef-d'œuvre. J'ai trop hâte. Évidemment, on en parlera. Et encore une dernière bande-annonce aussi pour le Gentleman Pirate. C'est marrant parce que la série a un titre VF. En anglais, c'est Our Flag Means Death. Mais il n'y a pas de diffuseur français. La saison 2 sort le 5 octobre. La bande-annonce a l'air trop bien. Ça va être incroyable. J'adore cette sitcom. Mais il n'y a pas de diffuseur français pour la saison 1. Alors que c'est une série max. Et bien, la semaine dernière, j'avais dit que One Piece était en danger. Et oui, parce que lors de la première semaine, il avait fait 18 millions de téléspectateurs. Au lancement, en tout cas. Et c'était pas fou. Et il fallait que la série se stabilise. Et bien, la série s'est stabilisée. Elle a refait 18 millions lors de la deuxième semaine. Et la série a été renouvelée pour une saison 2. Pas mal de fans ont des inquiétudes par rapport à comment ils vont adapter le personnage de Chopper. Ils veulent faire au moins 6 saisons et potentiellement 12, c'est ce qu'ils disent. Je vous le dis tout de suite, s'il y a 6 saisons, déjà c'est un miracle. 12, c'est impossible. Aucun acteur de une et aucune personne créative ne veut rester sur un projet comme ça pendant 20 à 25 ans. Parce que ça m'étonnerait qu'ils sortent une saison par an. Donc je suis content parce que j'ai bien aimé la série, j'ai envie de voir une saison 2. Mais pour tous ceux qui ont l'espoir de voir tout l'arc narratif de One Piece, déjà que les mangas sont pas finis, adapté en live action, c'est impossible. Quelques points jeux vidéo pour le coup. GSC Game World, le studio qui s'occupe du développement de Stalker 2, une franchise que j'apprécie beaucoup, les Stalker. Il y a eu un incendie à leur bureau entre la guerre en Ukraine, parce qu'ils sont basés à Kiev, des développeurs qui sont partis au front, des choses comme ça. Ce studio n'a pas de chance, mais ils ont le vrai support de la part de Microsoft derrière et de Xbox. Et j'ai hâte de jouer au jeu qui sortira début 2024. J'aime bien cette franchise, j'espère qu'ils vont y arriver. Et courage à tous ces développeurs qui sont quand même dans un pays en guerre et qui ont constamment des soucis. Une bande-annonce de gameplay de Avatar Frontiers of Pandora est sortie. Et écoutez, il y a des moments qui ont l'air vraiment beaux et des moments qui ont l'air dégueulasses. Et le truc qui m'inquiète, c'est que c'est un jeu Ubisoft. J'ai pas fait un Far Cry depuis des années, et du coup je pense que je vais bien aimer. J'en ai pas fait un depuis le 3e. Je pense que je vais bien kiffer parce qu'on dit Far Cry avec un skin. Mais connaissant Ubisoft, ce sera un jeu moyen plus. Au moins, j'espère que la fantaisie des sur Pandora va être respectée parce que j'avais bien aimé le jeu de l'époque. 2009-2010, il y avait un jeu Pandora, ou enfin Avatar, pardon, qui était sorti et c'était pas trop mal. Après, il durait genre 4-5 heures, mais c'était pas mal. Mais la grosse news concernait évidemment Spider-Man 2 qui sort le 20 octobre sur PS5. Il y a plein d'actualités par rapport à l'interactivité que tu auras avec les deux personnages. Les méchants ont été un peu plus montrés, le symbiote. J'ai trop hâte de voir Miles démonter Peter, c'est sûr ça va avoir lieu. On va devoir le tabasser ce gars, c'est obligé. Il y a plein de choses qui ont été montrées, le voyage rapide qui est ultra rapide, même si moi personnellement je n'ai jamais voyagé rapidement dans le premier jeu. La taille de la map qui a été augmentée, les quêtes secondaires qui seront plus scénarisées parce que c'était l'un des gros défauts du premier, le gameplay qui est plus fluide avec plus de trucs hyper cool. Enfin bref, ça a l'air trop bien pour le coup. Ils ont l'air d'avoir pris ce qui marchait dans le premier et ils sont allés à fond sur le deuxième. Apparemment la mise en scène est folle, des scènes d'action, la quête principale est dingue, 20 heures pour la quête principale, ce qui veut toujours dire qu'en réalité c'est plutôt 14. Mais j'ai hâte d'y jouer, j'en ferai évidemment la critique. Et en plus, truc de fou qui est vraiment impressionnant, sur PS5, il y aura plusieurs modes de jeu. Il y aura le 30 FPS, le 40 FPS, il y aura le 60 FPS avec un support VRR. Et en plus de ça, les 3 versions auront du ray tracing. La différence entre les versions, ce sera la résolution. Mais merci à tous les développeurs PlayStation de faire des versions 60 FPS. Je ne joue qu'en ça. Et d'avoir activé le ray tracing sur du 60 FPS, même si c'est du 1080p, je m'en fous. Sur ma télé 4K, ça ira. Un grand merci. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.